J'ai commencé par un truc assez sérieux, donc présentation assez corporate. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas la bonne chose? Ah si, super. Génial. Donc j'ai fait, on va dire, un agenda qui n'est pas un classique pour moi, mais ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un classique. Donc on va parler d'étymologie, on va parler de la Bible, on va parler aussi de zoologie, il fallait le faire. On va parler bien sûr d'histoire des idées politiques, on va parler un peu de géopolitique, un peu d'entreprise et surtout, le plus important, on va parler de vous et on va parler de moi. Donc, je vais aller assez vite sur tout ce qui est étymologie. Souveraineté, c'est ce qui est supérieur, c'est ce qui est au-dessus. Et l'autonomie, c'est la capacité à générer en propre des lois. J'en profite pour répondre sur la différence entre l'autonomie et l'indépendance. L'indépendance, c'est un truc d'ado. Je veux être indépendant de mes parents. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'en voulant être indépendant de tes parents, tu dépends encore d'eux puisque tu dépends de l'image opposée de ce qu'ils sont. La vraie autonomie, c'est créer ta propre loi. Tout à l'heure, en plaisantant, je dis quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui a fait un travail thérapeutique sur lui-même. Donc nécessairement, de quoi on va parler? De la tension qu'il y a entre ces deux termes, entre la souveraineté d'une part et d'autre part l'autonomie. Et évidemment, ça nous amène à poser des questions sur le pouvoir et les rapports de force. Alors, on vient à parler de zoologie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Léviathan? Le Léviathan, cette bête immonde, extraordinaire, assez connue pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible et ceux qui connaissent un peu l'histoire des idées politiques. Alors pour la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 3 personnes qui en parlent, ou il y a 3 endroits dont on en parle. C'est d'abord le livre de Job. Job, c'est celui qui est maudit par Dieu, il ne comprend rien de ce qui lui passe. Et que maudit ce jour ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont prêts à réveiller le Léviathan, la bête obscure. On en parle aussi dans les psaumes. Tu as écrasé la tête du Léviathan, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Et puis, on parle du serpent fuyard, du serpent tortueux, dans le livre d'Isaïe. Ça, c'était très longtemps avant, puisqu'on est entre 700 et 400 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même un bail. Et puis, on oublie le Léviathan, et il revient sur la scène beaucoup plus tard, en 1651. Et comment il revient sur la scène? Avec un livre qui s'appelle le Léviathan, ou Matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil, qui est un livre de Thomas Hobbes, qui est au début, en fait, de la façon de penser l'État, de penser le pouvoir et de penser la politique, en quelque sorte. Et donc, dans ce livre-là, on parle nécessairement de souveraineté et on parle des individus. Et ce qui est très intéressant, c'est que Hobbes, la première page de son bouquin, c'est sa compréhension de ce que c'est que la souveraineté. Donc la souveraineté, c'est ce dessin-là, c'est la multitude que vous voyez dans le corps, le roi, et puis il a le goupillon et le sabre, il a le pouvoir absolu que les individus lui ont donné. Donc le pacte social va lui permettre d'avoir ce pouvoir absolu et la souveraineté. Ce qui est intéressant, on va le voir après, c'est que pour Hobbes, le monde est un monde cruel et violent et qui a besoin de cette souveraineté absolue pour l'ordre. C'est Hobbes qui dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Donc, il faut retenir plusieurs choses. L'importance du contrat social, l'homme est un loup pour l'homme, l'État souverain, un pouvoir absolu et indivisible, l'importance du contrat social, on en a déjà parlé, et puis, il n'y a pas d'autonomie individuelle face à ce pouvoir absolu. J'aime bien mettre les choses en perspective et c'est ma première remarque sur la tension ou la contradiction qu'il peut y avoir entre le pouvoir, la souveraineté et l'autonomie, c'est que c'est une question de perception, d'histoire et de contexte. Pour remettre les choses un peu en perspective, j'ai pris quelques auteurs, quelques dates. Jean Bodin, Thomas Hobbes, l'Habeas Corpus, Rousseau et Tocqueville, qui tous, quelque part, définissent une pensée politique. Donc vous avez la première ligne qui est le contexte, la deuxième ligne, le nom de l'ouvrage,
et les concepts, et puis les limites aux concepts. Je ne vais pas aller trop dans les détails, j'ai que 15 minutes et je dois quand même être un amuse-gueule, donc on ne va pas tous farcir. Ce qui est intéressant, c'est que pour Jean Bodin, on est dans le contexte des guerres de religion en France, complexe, donc souveraineté absolue. Pour Thomas Hobbes, on est dans le bordel des guerres civiles en Angleterre, le Léviathan, aucune limite au pouvoir absolu. Face à ce pouvoir absolu, retour de balancier quasiment 30 ans plus tard, avec l'habeas corpus. Donc on a un pouvoir absolu, et en même temps, il faut la protection de l'individu. Rousseau, qui arrive quelques années plus tard encore, va arriver dans un monde qui est apaisé, et lui, il dit tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, il n'y a pas besoin de pouvoir absolu, il faut avoir des discussions entre nous, et on va gérer le pouvoir comme ça. Tocqueville, c'est un petit peu pareil. Il nous parle de la démocratie aux États-Unis, des différents types de gérer le pouvoir. Tout va bien et il y a des risques de corruption du pouvoir. Mais en gros, ce qui est important pour moi, c'est que cette tension entre souveraineté et autonomie, elle a des réponses particulières suivant les lieux, suivant la géographie et suivant la période. Mais la tension demeure. Une première question pour illustrer ce débat, c'est, et on l'a évoqué aujourd'hui en filigrane, c'est comment protéger l'autonomie des États? On se pose aujourd'hui ces questions-là. Alors bien évidemment, quand on pense à la souveraineté nationale, on ne peut pas parler de De Gaulle quand on est en France. Donc ce que nous dit De Gaulle assez clairement, c'est probablement une question qu'aucun des journalistes n'a posée. Il a dit « J'aime bien votre question » et il y répond. Il dit « Pour marcher droit vers un but, il faut que la nation soit guidée par un État cohérent, ordonné, concentré, capable de choisir et d'appliquer impartialement les mesures commandées par le salut public. » Donc les choses sont assez claires. Ce qui est intéressant, c'est dans les deux ouvrages fondateurs de De Gaulle, donc Mémoire de guerre et Mémoire d'espoir, le général parle 75 fois du concept de souveraineté. Donc c'est un truc majeur et fondateur. Concrètement, comment ça s'exprime dans sa vision des choses? L'ENA, la bombe atomique, des choses qui sont quand même très importantes, que nous envient nos voisins. C'est lui qui les a fondées sur cette vision très particulière de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Je ne vais pas aller dans les détails, on est un peu court. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que cette vision-là vient en contradiction, en opposition à ce qu'on vient de voir récemment aux États-Unis, avec une certaine corruption du pouvoir politique en tout cas. Donc là, vous reconnaissez l'inauguration de notre cher ami Donald, avec évidemment toutes les têtes, toutes les CEO des boîtes, des GAFA. Donc on reconnaît Zuckerberg, on connaît Bezos, on reconnaît le patron de ChatGPT et Musk, bien évidemment. Un autre débat qui est bien évidemment aussi au cœur des choses actuelles, et vous connaissez la position de De Gaulle là-dessus, c'est l'Union européenne, sur laquelle De Gaulle était très sceptique. Une autre question, et on l'a évoqué aujourd'hui en filigrane, c'est comment protéger ma propre autonomie face aux léviathans digitaux. J'ai regardé, à titre anecdotique, vous connaissez peut-être la boîte américaine qui s'appelle Palantir. Donc, Palantir fait des choses sublimes avec les données personnelles, absolument géniales. Donc Palantir aide par exemple le gouvernement américain et fournit toutes les données à ICE, donc arrêter les gens et les virer du pays. Mais Palantir bosse aussi avec le gouvernement israélien pour cibler les bombardements à Gaza. Sublime. Sublime, sublime. Et donc, quand je dis sublime, évidemment, c'est avec une certaine ironie, c'est quelle part des données privées suis-je capable d'accepter de donner à des boîtes qui sont de véritables léviathans. Donc on est encore sur des questions de souveraineté et d'autonomie. Peut-être que certaines de mes données ne doivent pas être utilisées, partagées avec ce genre de boîte. J'ai eu des discussions avec mon fils, je n'avais pas les yeux totalement ouverts sur ce sujet, sur tout ce qui est technologie duale. Donc, par exemple, quand Amazon livre des colis chez moi avec des drones, technologie extraordinaire. Mais bien évidemment, il y a une version militaire de ces applications-là qui permettent à des drones de bombarder. C'est assez simple à comprendre.
Cette approche-là ou cette dérive-là est assez ancienne. J'ai retrouvé une citation qui date de 2004, donc quasiment 20 ans, de Patrick Lelay, qui dit très simplement à propos de la publicité, c'est pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Merveilleux. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc on retrouve encore cette tension entre mon autonomie, ma capacité à choisir, ma liberté, et ce qui m'est imposé par ailleurs, donc les médias ou le léviathan technologique dont on a parlé tout à l'heure. J'ai juste trouvé que ces petits graphes sont intéressants. C'est juste, on regarde le temps qu'un consommateur va rester en fait sur un article en ligne, d'une part en fonction de la longueur de l'article qui lui est proposé, et d'autre part du nombre de photos dans l'article. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas la corrélation, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens qui, quelque part, se posent la question de comment est-ce qu'ils peuvent manipuler au mieux et comment est-ce qu'ils peuvent, au mieux, me piquer mon autonomie sans que je m'en rende compte. Et là se posent des vraies questions. Évidemment, par rapport à cette question, je me suis dit, il y a deux auteurs qui sont intéressants à voir. D'une part, George Orwell, et d'autre part, Hannah Arendt. Pour la petite histoire, je suis aussi content de faire intervenir Hannah Arendt, parce que j'ai cité beaucoup de personnes qui sont masculines, et je pense que quelque part, la gente féminine est sous-représentée. Donc, Hannah Arendt, merci, je vais commencer par elle. Donc, bien évidemment, Hannah Arendt a beaucoup travaillé sur le totalitarisme. Et ce qui est intéressant, je vais finir par la fin, elle a une vision ouverte et positive. Ce qu'elle dit, le politique peut renaître par l'action collective, par l'action individuelle. Orwell est beaucoup plus pessimiste. Je ne vais pas aller dans le détail, je vais rester un amuse-gueule, donc vous aurez l'occasion d'en voir plus. Évidemment, on a mis en place des barrières. Donc la plus célèbre, on en a parlé aujourd'hui un petit peu, on va dire en transversal, RGPD, sans aller dans les détails. Et puis, j'ai entendu parler de Intelligence Artificial Act. Quelques questions que je me pose. J'utilise bien évidemment l'intelligence artificielle. Les questions que je me pose, c'est celle de la transparence. Est-ce que je suis transparent quand j'utilise l'intelligence artificielle? Première chose. Quelle est la part que je dévoue ou que je dédie à mon intelligence individuelle et à l'intelligence artificielle? Un de mes critères aujourd'hui est de dire, tant que ça me rend plus humain, tant que ça me rend plus unique, tant que ça me rend plus différent, je peux le faire. Et c'est dans ce cadre-là que j'utilise l'intelligence artificielle. J'ai plus de temps pour être ce que je suis. J'en ai pas moins. Le jour où j'en ai moins, j'arrêterai. Clairement. Clairement. Et donc, en fait, s'opère une espèce de division du travail entre les tâches sur lesquelles je n'ai pas beaucoup de valeur ajoutée et que l'intelligence artificielle fait beaucoup mieux, et celles où je considère que je fais la différence. Donc, plus d'émotionnel, plus de créatif, plus d'improbable, parce que, évidemment, l'intelligence artificielle est tout sauf improbable. En conclusion, alors pour ceux qui me connaissent, j'aime bien aussi les matrices un petit peu improbables. Une matrice qui peut être utilisée, qui est un outil pour à la fois une réflexion politique, géopolitique, philosophique sur le rôle de l'État, une réflexion aussi sur mon entreprise, quelle est sa dépendance, quelle est son autonomie, quelle est la souveraineté, qu'est-ce que je suis prêt à concéder à autrui, à sous-traiter à autrui, quels sont les risques que je prends. Donc là, c'est une réflexion sur les écosystèmes. Il y a aussi une réflexion sur les marques, dans la construction d'une marque, de son identité, de son territoire, de ses USPs, donc ses Unique Selling Points, sur quel point je ne veux pas sous-traiter, je ne veux pas partager et je veux garder un contrôle absolu. Ça peut être la formulation, ça peut être le packaging, ça peut être des choses qu'on ne partage pas. Et puis le dernier point, c'est ma vie perso. Il y a des choses que je peux sous-traiter, il y a des choses que je peux, déléguer, il y en a d'autres que je ne peux pas. Ça dépend des gens.
Pour moi, c'est fondamental, par exemple, c'est un exemple, mais le mercredi midi, je déjeune avec mes enfants. Ça, je ne le délègue pas, c'est ma souveraineté. Il y en a d'autres, les courses, par exemple, ça me gonfle, j'emploie quelqu'un pour aller le faire pour moi, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est dans cette dialectique, dans cette tension, c'est où est-ce que je situe le curseur. C'est des choix individuels. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tant de bien comprendre ce que sont les concepts, c'est d'avoir un discernement sur où est-ce que je veux mettre le concept, le curseur, dans ces différents domaines. Donc, j'ai un petit peu détaillé, on va dire, sur les axes. Sur la souveraineté, on parle de centralisation, on parle d'approche top-down, on parle d'approche directive. Sur l'autonomie, c'est délégué, sous-traité, on est participatif, on est démocratique, on partage. Il y a un axe qui est stratégique, vital, incontournable, différenciant, les USP, j'en ai parlé, la valeur ajoutée. Et un autre axe qui est plus tactique, secondaire, banalisé, ordinaire. La question, c'est où est-ce que je me situe dans les différents domaines de ma vie ou les différents domaines d'activité. Mais ce n'est pas tout. C'est quasiment, on va dire, la pirouette ultime, et la pirouette pour moi qui est fondamentale. Quand le sujet proposé aujourd'hui était celui de la souveraineté et l'autonomie, on est évidemment dans le champ du politique, du pouvoir et de la force. Ouais, moi je dis, il vous aide, hein. Il vous aide, hein, prenez des notes. Alors, évidemment, je termine par Le Petit Prince, qui n'a rien à voir avec le pouvoir, qui n'a rien à voir avec la souveraineté et qui n'a rien à voir, c'est pour gagner du temps, avec l'autonomie. Donc j'ai pris des citations de l'article 21, qui est le plus connu. Donc c'est la rencontre entre le renard et le petit prince. Évidemment, ils vont parler de la rose. C'est dramatique. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Je vous laisse avec ces deux citations-là. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Et tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. On est bien loin de la souveraineté et de l'autonomie, du pouvoir et de la force. On est dans un champ qui est celui de l'humain et qui est quand même bien plus intéressant. Merci beaucoup.